Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission Gestion des affaires courantes et prix à la consommation. En première partie, nous vous expliquerons le cadre juridique de cette période creuse post-élection et pré-formation du prochain gouvernement. Alors, quelles sont les prérogatives actuelles du gouvernement ainsi que des élus locaux sortants? Élément de réponse en compagnie de Hassan Al-Arafi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat. Ensuite, direction Casablanca pour y joindre mon deuxième invité, dans la personne de Wadi Amadir, président de l'association de protection du consommateur Uniconso, qui dénonce une hausse inexpliquée des prix de produits de première nécessité et qui appelle également à la création indispensable de l'Agence nationale de protection des droits du consommateur. Bienvenue à tous. Et j'accueille donc depuis Rabat par Skype professeur Al-Arafi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. Bonsoir professeur Al-Arafi, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Que dit la loi ? Que prévoit la loi et la constitution marocaine en cette période creuse après la tenue donc des élections législatives? Bien sûr, nous parlerons des autres élections, mais commençons d'abord par les législatives et par la gestion des affaires courantes par le gouvernement sortant. A priori, à souligner que le dispositif légal insiste sur le fonctionnement régulier des services publics, notamment après les élections et jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Dans ce sens, l'expédition des affaires courantes est bien cadrée par la loi organique 65-13 relatif à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres. Donc, il s'agit d'un dispositif visant à définir avec précision le rôle du gouvernement durant toute la période qui précède le vote d'investiture parlementaire. D'une manière très concrète, la période sera accordée à l'exécution des décrets édités par le chef de gouvernement, ainsi que l'application dans les délais des arrêtés. Ce sont des textes d'application subsidiaire qui ont été signés par les ministres sortants. Donc, il y a un grand principe dans la gestion de la chose publique, c'est la continuité du service public. Parce qu'on attribue en fait une fonction gouvernementale, pas à une personne, mais à un poste. Et donc, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de gestion des affaires courantes en attendant l'investiture du prochain gouvernement. Et donc, mais ce n'est pas un gouvernement comme un gouvernement normal. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre toutes les décisions dans la mesure que l'article 47 et l'article, je pense, 87 de la Constitution, ils mettent en avant la nécessité d'assurer la continuité requise, mais il y a quand même des restrictions. Donc, ce ne sont pas des attributions qui sont dévolues à ce gouvernement de transition pour prendre des décisions stratégiques. Si le gouvernement sortant est appelé à œuvrer la continuité des services publics, plusieurs interdictions sont instaurées. Notamment, je vous donne quelques exemples. L'adoption de mesures qui engageraient le nouveau gouvernement, parce qu'il ne peut pas prendre une décision qui pourrait hypothéquer le gouvernement entrant. De même, la loi organique prévoit aussi de manière explicite que le gouvernement sortant doit impérativement s'abstenir de prendre des décisions susceptibles d'engager durablement le futur gouvernement. Et notamment l'approbation de projets de loi ou de décrets réglementaires, ainsi que les nominations de fonctions supérieures. C'est pour cela que vous avez bien remarqué que depuis qu'on a décidé de mettre en place un gouvernement de gestion des affaires courantes, on a arrêté les nominations dans les fonctions supérieures et il n'y a pas de nouveau projet de loi. Donc c'est uniquement, si vous voulez, c'est un gouvernement à vocation administrative et non à vocation politique.
Très bien. Bon, le scénario de blocage, si on a le même scénario qu'en 2016 et que la coalition gouvernementale n'est pas atteinte, comment les choses sont gérées? Est-ce que le gouvernement sortant continue sa fonction de gestion administrative des affaires courantes? C'est une question pertinente. Alors, il faut reconnaître que la loi organique relative au statut des membres de gouvernement, ainsi que la Constitution, connaît un certain vide en termes de délai. Quel est le délai de la période de gestion des affaires courantes, qui est considéré comme une des étapes les plus délicates à gérer d'un point de vue légal. Et en l'absence d'un délai précis prévu par la loi pour la formation d'un nouveau gouvernement, ce sont les coutumes politiques qui s'appliquent. Et vous avez bien cité le cas de gouvernement sortant qui avait connu beaucoup de détractations et des empêchements pour instituer le nouveau gouvernement. Et donc, là, il y aurait... malheureusement, notre législation ne cadre pas juridiquement en termes de délai, mais il y a uniquement des coutumes politiques. Alors, je peux vous dire que le scénario suivant, supposons, en termes de délai, nous sommes par exemple aujourd'hui au 14 septembre. Donc, normalement, durant cette période, déjà, le projet de loi de finances aurait dû être débattu au niveau du Conseil de gouvernement avant qu'il soit transféré au Conseil des ministres pour l'acheminer avant le 20 octobre au vu de la Constitution à la Chambre des représentants. Bon. Maintenant, on a un nouveau gouvernement en formation dont le chef de gouvernement est déjà désigné par Sa Majesté. Et donc, il est en train de former l'appareil exécutif. Et donc, nous avons des délais devant nous. Vous savez que constitutionnellement, le Parlement devrait approuver le programme de gouvernement, parce que c'est un gouvernement de législature. Cela ne pourrait avoir lieu qu'après l'ouverture du Parlement, c'est-à-dire première semaine d'octobre. Le 20 octobre, il faut que le projet de loi de finances soit déposé au niveau du gouvernement. Avant ceci, il faut que le projet de loi de finances soit déjà adopté par le Conseil des ministres. Donc, si vous voulez, c'est un projet de loi de finances qui va se préparer in extremis. Alors, c'est un cas qui est très probable si les détractations pour la formation de gouvernement ne vont pas d'une manière assez expéditive. Et dans ce cas-là, on n'a qu'à faire appel à l'article 75 de la Constitution, qui est repris par l'article 50 de la loi organique de finances, selon lequel il dit que si à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée, on n'est pas promulgué en raison, par exemple, de la formation de gouvernement, en raison de décisions de Conseil constitutionnel, le gouvernement ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics. Parce que le plus important, c'est de stopper les dépenses et le recouvrement des recettes. Et dans ce cas-là, la Constitution a bien réglementé cette situation. Et le gouvernement des affaires courantes, il peut prendre ce genre de décision. Ça a eu lieu 2 ou 3 fois au Maroc, dans la dernière et en 2016, dans lequel le gouvernement des affaires courantes de M. Ila Belkirem, qui a adopté un décret, ce qu'on appelle les décrets d'avance, qui autorisent des crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission en fonction des propositions budgétaires soumises à l'approbation. Et donc, ça, c'est le cas le plus délicat qui peut y avoir lieu. Le reste, je pense qu'il y a un grand principe, c'est la continuité du service public. Il y a un appareil administratif qui est derrière le gouvernement et donc qui peut faire fonctionner l'appareil administratif d'une manière normale. Qu'en est-il des collectivités territoriales? Parce que, bien sûr, c'est un triple scrutin qui s'est tenu le 8 septembre dernier. Donc, on a parlé du volet législatif. Qu'en est-il du volet régional et local? Alors ça, et l'on est de même, étant donné les 3 lois organiques, que ce soit relatif à la région, aux préfectures, aux provinces, aux communes, ils prévoient la même situation. C'est-à-dire, avant les élections, il y a une délégation des pouvoirs
par la loi ce qu'on appelle les directeurs de service ou les directeurs généraux de service de ces collectivités territoriales et qui prennent en main la charge de gestion des affaires courantes en attendant l'investiture des nouvelles assemblées. Donc c'est la même chose. Seulement, ils ne peuvent pas prendre des décisions stratégiques ou des décisions qui peuvent engager les futures assemblées. C'est la même chose. Il y a cette question qui se pose sur le cumul des mandats et cette nouvelle loi électorale. Bien sûr, elle ne concerne pas les agglomérations au-dessus de 300 000 habitants, mais qu'en est-il du cumul de mandats d'un chef de gouvernement? Est-ce que la loi marocaine prévoit quelque chose dans ce sens? Non, il ne prévoit rien. Donc aujourd'hui, si les restrictions qu'il y en a, c'est le cumul entre un parlementaire et président de conseil, mais un cumul entre chef de gouvernement à un membre de gouvernement avec un président de conseil des collectivités territoriales, il n'y en a pas. Rien n'interdit. Merci beaucoup, professeur Hassan Arafi, professeur en finances publiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Il s'agit de consommation. Et j'accueille à ce propos depuis Casablanca par Skype Wadi Amadir, président de l'association de protection du consommateur uni, Conso. Bonsoir Wadi Amadir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci à vous de m'avoir invité aussi. Alors, votre association ainsi que d'autres associations est montée au créneau pour dénoncer une flambée des prix de produits de première nécessité. Alors, quels sont d'abord, pour qu'on en sache un peu plus, quels sont les produits concernés et quelles sont surtout aussi les villes concernées par ces flambées des prix? Alors, comme vous le savez, nous avons constaté, comme tous les consommateurs d'ailleurs du Maroc, pendant plus précisément cette période électorale et pendant la campagne de la période électorale, nous avons constaté qu'il y a eu des augmentations de prix de plusieurs produits de consommation, surtout des produits de première nécessité, notamment la farine, les huiles et d'autres produits qui sont nécessaires pour la consommation de toute la population marocaine. Ceci dit, nous, donc, peut-être je préfère parler au nom de la fédération puisque je suis le président de la Fédération nationale des associations du consommateur et du fait que cette situation donc n'est pas uniquement régionale, mais puisque c'est une situation qui a une vision nationale, donc je dirais que la fédération donc a effectivement compris cette situation. Il accompagne, il est toujours avec le consommateur, mais il faudrait effectivement souligner une chose qui est très importante, c'est que le Maroc, depuis la mise en place de la loi de la concurrence, a choisi une ouverture économique, donc une économie qui est basée sur l'offre ou une concurrence qui est basée sur l'offre et la demande, ce qui donne droit effectivement aux professionnels de faire les prix ou d'imposer les prix qu'ils veulent sans qu'ils soient souciés. Ça, c'est un premier constat. Sachant très bien qu'effectivement, il y a certains produits qui sont, disons, réglementés parce que l'État les subventionne, mais ces prix-là doivent rester donc sans changement, sans aval du gouvernement. Alors, ce qui est dérangeant dans cette situation d'augmentation de prix que nous avons constaté et que tous les consommateurs marocains ont constaté, c'est qu'il a coïncidé avec une période où le consommateur, le citoyen en général, le gouvernement sont occupés par cette campagne électorale. Et on a profité de cette occasion pour pouvoir augmenter ces prix-là. Ce que nous considérons aussi qui est aberrant, malgré que je disais que le prix est un prix donc, que le professionnel peut le consentir, peut le faire sans avoir à consulter quiconque. C'est un constat
mais il faudrait savoir aussi que nous sommes dans un pays où la loi doit régner pour que cette concurrence soit une concurrence loyale. D'où, effectivement, la mise en place d'un conseil de la concurrence et des outils aussi de contrôle. Maintenant, si nous avons un conseil de la concurrence effectivement qui fait effectivement son travail, parce que nous, en tant que consommateurs, nous avons senti qu'il y a eu une entente, parce que les prix sont montés d'un seul coup, pas avec, sur tous les produits. Donc ça nous interpelle en tant que consommateurs et en tant qu'organisation de protection du consommateur, et nous disons effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une entente entre les parties? Ce qui a le droit de voir et de chercher cette entente-là, c'est le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence, avec la nouvelle constitution, lui a donné une multitude de prérogatives, notamment l'autosaisine qu'il n'avait pas avant, donc ce qui lui donne aussi le droit d'aller chercher est-ce qu'effectivement il y a entente ou pas. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, donc nous vivons dans un monde où la loi règne, donc il n'y a pas une anarchie, donc on ne peut pas augmenter les prix comme on veut sans avoir justement respecté les dispositions réglementaires. Là, le Conseil de la concurrence, le gendarme de la concurrence doit jouer son rôle effectivement dans cette optique, et notamment il y a aussi les organismes de contrôle et de vérification qui doivent aussi jouer leur rôle pleinement, parce que le consommateur se trouve actuellement dans une situation où il ne comprend rien du tout. Il y a des augmentations de prix, il y a des prix qui sont augmentés donc d'un seul coup presque des mêmes produits, et ceci effectivement hérite le consommateur, et la réponse doit effectivement venir par une organisation qui est compétente, qui est normalement le Conseil de la concurrence, qui doit effectivement dire s'il y a entente ou pas. Et alors, du coup, quel est le rôle du prochain gouvernement ? Le rôle du prochain gouvernement, c'est le rôle de tous les gouvernements. Donc, ce que nous avons constaté, malheureusement, c'est que dans tous les programmes des partis politiques, notamment du plus grand au plus petit, nous avons essayé de trouver quelque chose qui va devoir nous tranquilliser, nous, en tant que consommateurs, mais malheureusement, on a vu aucune disposition, aucun engagement des partis politiques, notamment dans la protection du consommateur ou dans le droit de la protection du consommateur, sachant très bien que la consommation ou le consommateur lui-même, c'est un acteur principal dans l'économie et que normalement doit être pris en considération. Ces droits doivent être pris en considération. J'espère que ce nouveau gouvernement va devoir effectivement intégrer dans ses politiques et son programme une démarche qui va devoir effectivement aller conjointement avec la protection du consommateur et comprendre aussi que le consommateur est un acteur incontournable dans l'économie, ce qui va aussi donner plus de chances aux entreprises qui travaillent normalement légalement, et peut-être bien essayer aussi de faire comprendre aux consommateurs que son droit et le rôle qu'il doit jouer est un rôle qui est normalement qui contribue au développement de l'économie nationale et notamment l'économie internationale. Nous savons très bien que le consommateur est un élément qui est important, que ce soit au niveau national et même au niveau international. Donc je crois qu'il est temps maintenant que le gouvernement doit prendre sérieusement, disons, cette vision de la consommation, cette vision de la protection du consommateur, disons, doit la prendre au sérieux, sachant très bien que l'ancien gouvernement, donc à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, a mis les jalons donc, pour pouvoir mettre en place une protection du consommateur, mais je crois que ça, ce n'est pas encore suffisant, parce que l'implication doit être
essentiellement dans le gouvernement tout entier, parce que la consommation ne concerne pas que l'industrie, mais la consommation concerne tous les acteurs, donc tous les départements ministériels, notamment la santé, l'éducation, le tourisme, aussi vous, le en tant transport. que société civile, alors quelle complémentarité des rôles entre la société civile, donc les associations, la fédération que vous présidez, Wadi Madih, et aussi de l'autre côté, eh bien, cette agence nationale de protection du consommateur qui, pour le coup, dépend de l'État. Alors, vous allez aussi constater, comme tous les Marocains le constatent, effectivement, il y a une multitude de départements ministériels qui s'occupent du contrôle des produits et des services qui concernent la protection du consommateur. Et dans la loi de la protection du consommateur, nous avons la loi 3108, nous avons presque 10 à 11 départements ministériels qui s'occupent de ça. Maintenant, je crois que le plus important, c'est de réfléchir effectivement à la mise en place d'une agence qui doit effectivement répondre à toutes les questions de la consommation et toutes les questions de la protection du consommateur. Donc, premièrement, ça va devoir soulager effectivement tous les départements ministériels d'une logistique qui est très importante et les englober dans une seule agence et ne pas avoir une multitude d'interlocuteurs dans ce sens, d'où la réflexion effectivement d'une mise en place d'une agence de la consommation. Nous avons plusieurs exemples aussi à travers le Maroc, à travers le monde qui travaillent donc dans ce sens-là. Ne prenons que le simple exemple de la France, qu'ils ont une direction donc, qui s'occupe de la consommation, la concurrence et la répression des fraudes. Je crois que ce système peut et cette création d'une agence doit être adossée notamment au chef du gouvernement et ne pas être directement lié à un seul département ministériel, parce que un département ministériel ne peut pas, en tout cas, être donc l'élément qui va devoir encourager l'investissement et aussi bien l'élément qui va devoir sévir s'il y a problème avec cet investisseur. Donc c'est ça la réflexion. Donc le gouvernement aussi doit s'atteler aussi sur le complément de la loi. Nous avons aussi donc certaines dispositions de la loi, notamment le fonds de la consommation. Nous avons aussi le conseil de la concurrence que nous attendons depuis 2011 et qui n'ont pas encore vu le jour. Le fonds de la consommation, donc ça va devoir aider les consommateurs, devoir aider aussi le gouvernement à avoir des fonds spécifiques, notamment dans la protection du consommateur. Nous, autant qu'organisme et autant que fédération, actuellement avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, nous avons mis en place des guichets consommateurs à travers le Maroc et qui normalement, c'est une très très bonne initiative de la part du ministère, mais il faudrait aussi qu'il y ait on doit avoir une pérennité dans ce système-là, et cette pérennité ne peut être garantie pas que par la mise en place du fonds de consommation qui va devoir assurer une pérennité à ces guichets consommateurs. Il y a aussi le conseil de la consommation qui tarde à avoir le jour, et notamment il y a aussi une révision de la loi 3108, puisque maintenant ça fait quand même 10 ans que cette loi est mise en place. Il faudrait penser à relooker cette loi. Elle était née avec certaines défaillances, mais maintenant je crois que nous sommes arrivés à une certaine maturité où on peut effectivement changer certaines dispositions réglementaires qui vont devoir répondre aux exigences et à la technologie actuelle. Merci Wadi Madih, président de la Fédération des associations de protection du consommateur. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.